Vivre en Ndingila demande beaucoup de courage. Le manque d'électricité, une problématique évoquée par les populations patientes après plusieurs promesses. Les yeux sont désormais tournés vers le président de la République. Même si on peut apercevoir ce panneau solaire en Ndingila, s'alimenter en électricité est une question de mi-temps. C'est pas tous les jours. Le courant, lorsqu'il y a le courant, c'est peut-être après 2 minutes, après ça s'arrête. 2 minutes. Quand on allume, 2 minutes après ça s'arrête. Même quand il y a le soleil. Nous n'avons pas de courant. Vous voyez les fils dans des maisons. Il fallait filmer même les maisons. Là où ils ont menti qu'il y a le courant. Vraiment, nous, on ne sait pas comment on doit parler tous les jours. Le courant, toujours pareil. Ils viennent nous mentir tous les jours. Oh, vous allez voir comme ça, comme ça, comme ça. Après ça, vraiment, quand les vôtres ils viendront encore mentir, oh, ici, là, on va faire le boulot comme ça. Le manque d'eau potable n'est pas en reste, selon les populations. Rien n'est fait dans mon village. L'eau qu'on a menti, oh, il y aura l'eau, nous n'avons pas d'eau. Jusque-là, la population souffre ici à Moudji. Pour trouver même une goutte d'eau, il faut parcourir des kilomètres. Les pompes sont foutues. Château d'eau, ça ne passe pas. Il faut attendre de l'énergie au moins pour avoir de l'eau. Ici en Ndingila, tout est en yoy. En attendant l'arrivée des dames pluies, qui, à une telle difficulté, permet aux populations de s'alimenter en eau encore qu'elle soit potable, les habitants de Ndingila continuent à parcourir des centaines de kilomètres. À Tchibanga, les prix connaissent une hausse qui n'épargne ni les produits de première nécessité, ni les denrées locales. L'huile, le riz ou encore les coûts de dinde ont vu leurs tarifs flamber, compliquant les quotidiens des consommateurs. C'est pour ça que ça a augmenté, en fait. Tout a augmenté, en fait. Les coûts de dinde ou les kits de dinde. Ça, ce sont des produits, en fait, qui étaient à la portée d'une certaine couche sociale. Les coûts de dinde en question, avant, on les vendait, je crois, à 1000 et quelques. Mais aujourd'hui, c'est parti de 1000 et quelques à 2000. Parce que je dis 2000, pourquoi? Si c'est vendu aujourd'hui à 1800, ça dit la seule différence, c'est de 200 francs pour que ça passe 2000 francs. Donc, du coup, aujourd'hui, les populations se retrouvent vraiment butées. Aujourd'hui, bien manger ici au Gabon, ça devient un problème très sérieux. Du côté des produits locaux, tomates, sardines fumées, poivrons affichent eux aussi des prix en hausse. Les gens ils n'ont pas menti parce que par rapport là où nous sommes pris en gros là, c'est depuis là-bas qui est cher. Donc nous sommes obligés de faire pour qu'on gagne quelque chose en haut. Par exemple, les pommes de terre est là, on prend les demi-sacs là à 50 000, 55 000. On fait le tas de 500 et le 1200. Là est aussi pareil. Poivron aussi pareil. Carotte aussi pareil. Donc c'est ça. À 1000 francs. Là c'est maintenant 1500 le kilo. Maintenant on va vendre ça comment? On va vendre ça comment? Le piment, tout ça là, c'est à Libreville, c'est pas ici. On ne peut pas ça ici. Au-delà de ces différences de perception, tous s'accordent sur une chose, se nourrir devient un vrai défi pour les familles. C'est une rencontre d'urgence présidée par le gouverneur de province au cours de laquelle toutes les parties prenantes ont été invitées, notamment les chauffeurs de taxi et ceux de transport interurbain. Objectif, trouver des solutions visant à mettre fin au mouvement d'humeur lancé par les taximans au lendemain d'une opération du parquet de la République qui consistait à interpeller les véhicules mal stationnés. Le gouverneur a demandé qu'on vienne un peu discuter pour trouver une solution et remettre les transports urbain sur la voie publique pour éviter que les parents et tout le monde arrivent à faire évacuer leurs besoins facilement. Au cours des échanges, les transporteurs ont dû reprendre le travail tout en rémunérant les difficultés rencontrées en matière de transport. Le ministère du Transport à Tchibanga ne délivre rien à Tchibanga. On commencera de permis, visite cartes grises, visite technique, on n'a absolument rien. Tout c'est à Libreville. Ensuite de ça encore, nous avons des voies qui n'ont pas de langage. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de panneaux, ni de signalisation verticale, ni horizontale, que ce soit côté transport, que ce soit même sur la voie publique de la mairie, nous offre une route nue, qui n'a même pas de langage. Voilà un peu les difficultés que nous avons quand on dit stationnement abusif. La route est restreinte, il n'y a pas de panneaux, il n'y a même pas de trottoir. Vous comprenez que c'est un peu difficile de trouver la solution rapidement à cette affaire-là.
La rencontre s'est achevée dans l'espoir que l'esprit de partenariat demeure afin que la paix règne dans la ville du général Nazer Boulingi. À Oyem, le centre-ville s'arrête pour mieux repartir. La réhabilitation des voiries est en cours dans la commune d'Oyem, transformant en profondeur les principaux axes urbains. Sur ces axes stratégiques, la circulation est temporairement interrompue. Une contrainte assumée après un léger retard au démarrage pour permettre aux travaux d'avancer efficacement. Aujourd'hui, le chantier est bien lancé. La route prend forme. Merci. Ce projet va aujourd'hui là à terme parce que là, quand je vois déjà le noir derrière moi, c'est que c'est fait. J'ai pu constater en passant par le centre-ville que la ville est en chantier et c'est une très bonne chose. Pour les populations d'Oyem, ces travaux vont bien au-delà du confort. Ils portent une promesse, une circulation plus fluide, un centre-ville plus accessible, une activité économique relancée. Au début, il n'y avait pas de clients. Bon, on espère quand ça va finir, il y aura des clients. Vraiment, on voit la ville fait qu'elle avance. Je remercie aujourd'hui le président de la République parce que grâce à lui, nous sommes là vraiment en joie. Dans cette dynamique, le bitumage de l'axe rond-point de la SCG Carrefour Gracia a été officiellement lancé en présence du ministre des Mines de passage à Oyem. C'est fait à donner une parole claire au chef de l'État qu'ils allaient continuer les travaux de façon continuelle. Moi, je ne peux que me réjouir de ce que le projet de société du chef de l'État est en marche. Pour la communauté Oyem, c'est 29 voiries. Totalement, c'est 48 km. Ici, à Oyem, la circulation est temporairement interrompue pour permettre l'avancement des travaux de réhabilitation. Malgré un léger retard, le chantier progresse. Les habitants espèrent qu'au terme de ces travaux, la fluidité retrouvée des routes permettra également aux taximans de revoir certains tarifs. À Oyem, la route ne se répare pas seulement, elle redonne du souffle à la ville. La province du Wellington se prépare activement au recensement général de la population et des logements 2023. Sous l'autorité du gouverneur, les membres de la commission provinciale se sont réunis pour une séance d'information stratégique. Au centre des discussions, la cellule communication chargée de sensibiliser et d'informer les populations sur l'importance de cette opération nationale. Nous sommes venus dans la province former les agents de la brigade citoyenne dans le cadre du recensement général de la population pour le dénombrement principal. Nous allons former 22 agents de la brigade citoyenne au total. Radio locale, médias publics, leaders communautaires et langue nationale constituent les principaux leviers d'une stratégie de proximité adaptée aux réalités du Wellington. Leur rôle, c'est de sensibiliser, nous aider à sensibiliser la population, qu'elle adhère au RGPL, qu'ils accueillent bien les agents recenseurs dans les différents ménages où ils vont collecter les informations, que tu sois à la commune, au village ou bien dans un campement, toute la population vivant au Gabon doit être recensée. Pour les autorités provinciales, la réussite du RGPL 2023 dépend fortement de cette mobilisation collective et d'une communication efficace sur toute l'étendue du territoire. À travers cette démarche inclusive, la province du Wellington entend jouer pleinement sa partition dans la réussite du RGPL 2023 au Gabon. C'est une marche importante qui vient d'être gravie pour ne pas laisser impuni l'assassinat de Patrice Lumumba. Après des années d'enquête, les enfants et maintenant les petits-enfants de l'ex-premier ministre congolais ont toujours à cœur la même question. Que s'est-il passé le 17 janvier 1961 ? Ça fait donc 65 ans que nous sommes en quête de justice et de vérité. 65 ans, c'est toute une vie. Et toute la vie de nos parents qui n'ont jamais cessé de chercher à comprendre ce qui s'est passé, à établir des responsabilités dans l'assassinat de leur père. Ils commencent à avoir un certain âge, ils ont fait beaucoup de travail, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Et pour nous, il est important de montrer que ce combat continue et que nous sommes là pour nous assurer que ça aille jusqu'à la fin. Ce mardi, la Chambre du Conseil de Bruxelles examinait un dossier décisif. Celui du seul homme encore vivant pouvant répondre d'une éventuelle responsabilité pénale. Étienne Davignon, diplomate stagiaire pour la Belgique lorsque Patrice Lumumba est arrêté quelques semaines après l'indépendance du Congo. Il est notamment soupçonné de la détention et du transfert illicite du Premier ministre congolais, alors fait prisonnier.
Par la suite commissaire européen et homme d'affaires, Étienne Davignon, aujourd'hui âgé de 91 ans, a toujours clamé son innocence. Mais les descendants de Patrice Lumumba, eux, exigent réparation pour un crime historique. La famille est très heureuse de pouvoir enfin être devant des juges. Non seulement parce qu'ils ont perdu un père ou un grand-père, parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui seront présents aujourd'hui, mais aussi parce que c'est un pas très important vers la réparation par rapport à un crime colonial qui est, je pense, fondamental et fondateur des relations en Nord-Sud au XXIe siècle. Les avocats d'Étienne Davignon n'ont pas souhaité s'exprimer, mais lors de l'audience, ils ont contesté le crime de guerre retenu par l'accusation. La Chambre du Conseil de Bruxelles se prononcera le 17 mars sur le renvoi d'Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. C'est courant 2024 que l'Algérie est devenue autosuffisante dans la fabrication de l'insuline en full process, c'est-à-dire depuis la matière première jusqu'au produit fini. 3 entreprises locales, l'une publique, les 2 autres privées, dont celle-ci dans la capitale, produisent la substance active, conditionnent l'insuline sous forme de comprimés ou de stylos et empaquettent les médicaments qui sont soumis à un double contrôle qualité. Un tournant et une bouffée d'oxygène pour les malades du diabète qui seraient, selon les chiffres officiels, 4,7 millions en Algérie et qui pourraient atteindre les quelques 8 millions d'ici 2050, d'après les estimations de la Fédération internationale du diabète. Heureusement, la pandémie de coronavirus n'a pas duré longtemps, sinon on aurait eu de gros problèmes, car l'insuline était alors importée à 100%. Aujourd'hui, tous les médicaments sont disponibles et fabriqués en Algérie, qu'il s'agisse des comprimés, de l'insuline, des bandelettes de glycémie. Depuis que les médicaments sont fabriqués localement, les prix ont baissé de 30 à 35%. L'État, lui, économise 400 millions d'euros par an, commence à exporter son insuline ailleurs sur le continent. Les malades algériens, eux, se sont tout à fait adaptés à ces nouveaux médicaments 100% algériens. Depuis que l'insuline est fabriquée localement, il n'y a plus de problème de pénurie. Les malades peuvent trouver les médicaments partout, dans toutes les pharmacies. Et le prix est plus abordable. Quant à la qualité, au début, les malades étaient plus ou moins réticents. Mais lorsqu'ils ont essayé le produit, ils l'ont adopté. L'Algérie veut bâtir une industrie pharmaceutique forte qui garantirait sa souveraineté sanitaire. Elle développe aussi des traitements pour d'autres maladies chroniques, comme certains cancers. En 2025, sa production pharmaceutique couvrait plus de 80% des besoins nationaux en médicaments, contre environ 60% il y a 5 ans. Les attend dans les rues de Dakar, lorsqu'en début d'après-midi, les lions de la Teranga apparaissent. Les Sénégalais acclament leur champion. Joie et gratitude. Pendant près d'1 mois, ils ont fait vibrer tout un peuple, jusqu'à la consécration. Tout le monde est heureux et c'est la fierté pour tout le peuple sénégalais. On est tous contents d'accueillir nos lions. Franchement, les lions sont là, on est très contents, alhamdoulilah. Il n'y a que le football qui peut faire ça. Faire sortir tout le monde, hein, vraiment, on est content. On ne peut même pas décrire ce qu'on ressent actuellement. Dakar vit un moment suspendu. Je suis très fier de mon équipe et je suis très fier d'être sénégalais aussi. Ouais. C'est quelque chose d'inoubliable. Cette CAN, c'est une CAN qu'on va écrire dans l'histoire du foot. Après avoir arpenté plusieurs quartiers de la capitale, l'équipe de Sadio Mané arrive au palais présidentiel. Une cérémonie officielle est prévue en présence du chef de l'État et du Premier ministre. La fête est loin d'être terminée. Comme vous pouvez le constater avec ces supporters à côté de moi, ils sont plusieurs milliers à se déplacer ici devant le palais présidentiel pour l'accueil des Lions.
Ils sont venus très tôt le matin pour prendre place ici. Le convoi qui a démarré à 11h le matin et juste à présent, les Lions ne sont pas encore là. C'est bondé de monde partout dans les ruelles pour la parade des champions d'Afrique. Donc ici, il y a 2 ans, certains de ces supporters avaient vécu des moments de gloire pareils. Donc ils sont venus encore pour accueillir les héros, la bande à Sadio Mané. Et ce qui rend cette fête spéciale, c'est juste les conditions dans lesquelles ce nouveau sacre a été décroché par les Lions, les champions d'Afrique double étoilés, qui seront fêtés comme il se doit. La fête se terminera donc au palais présidentiel avec une réception avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.